Mystère, vice caché, scandale ou secret de famille. Rien de tout ça dans la vie du cinéaste Claude Chabrol. Non. Une vie de Bouddha gourmand, d'anarchiste sournois, de jouisseur impertinent et débonnaire. Un mystère tout de même. Comment a-t-il réussi à faire 58 films en 50 ans ? 58 films, une œuvre inclassable et hétéroclite. Bonjour, vous Hélène. Des chefs-d'œuvre, des films de commande et même des navets. Et parce qu'il n'a jamais brandi la pancarte du génie, il est devenu un auteur populaire. Jure que c'est pour toujours. 58 films, parce qu'il aimait éperdument le cinéma. Jean. C'était son jouet. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a des crimes dans tous tes films ou presque? Des crimes dans tous mes films. Tourné, quoi qu'il en coûte, entouré d'une équipe de fidèles techniciens dont j'ai eu la chance de faire partie pendant 25 ans, au cœur de la si particulière méthode chabrolienne. Je me souviens que ça fait longtemps, j'avais trouvé que la connerie était plus intéressante que l'intelligence parce qu'elle était sans limite. Tourné, pour défier son unique peur, celle de la mort. Oh, faut prendre son temps, faut pas s'en foutre. Tourné avec l'obsession du bonheur et de la rigolade. Il y a des gens qui vous reprochent de vous payer la tête de vos contemporains. C'est exactement le contraire. Je prends tout au sérieux sauf moi. Moraliste gourmand et lucide sur les humains que nous sommes, il a construit une œuvre qui, avec humour et cruauté, fait tomber les masques et tire à vue sur les puissants, les arrogants, les bien-pensants et les cons. Pardon, merci. Merci. Charmante ville, Quimper. Hein? Un peu calme. Surtout en hiver. En été, ça peut aller. Oui, mais c'est encore au printemps que c'est mieux. Les environs sont très agréables. Les champs se couvrent de fleurs. Notez qu'au printemps, ça arrive souvent. L'automne aussi est charmant ici. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui ne filment que les pauvres, qui est un milieu qu'en général ils ne connaissent pas, lui filmait le milieu qu'il connaissait. Il nous a dit, moi je suis comme vous, je suis persuadé qu'au contraire, il faut s'intéresser aux marionnettistes pour comprendre comment ils tiennent les rênes du théâtre de marionnettes. Voilà un chèque pour tes premiers besoins. Dès que j'aurai pris connaissance de ton adresse, j'enverrai tes affaires et mon avocat se mettra en contact avec toi. Non, Betty, s'il te plaît. Elle dort, mais elle ne comprendrait pas. Faire bonne figure, oui. Alors ça, tout le temps. Dans la grande bourgeoisie, que ce soit la petite bourgeoisie de province ou la grande bourgeoisie parisienne, on est tout le temps sous contrôle. Alors pour des raisons très simples, parce que dans les maisons, il y a du personnel domestique. Il y a des bonnes, il y a des nurses pour les enfants, enfin, il y a les jardiniers. Posez-le sur la table, nous sommes des gens simples. On fait tout le temps bonne figure parce qu'on est toujours sous le regard des autres. Et que donc, il ne faut pas faillir, il ne faut pas montrer ses faiblesses, il ne faut pas se montrer indigne de sa position sociale. C'est l'apparence, enfin c'est ce goût de l'apparence qui est absolument insupportable. Et la bourgeoisie n'est faite que de ça, enfin que d'apparence. Donc moi c'est ça qui m'embête surtout. Et puis une espèce d'hypocrisie qui est pas sympathique non plus. Une espèce de cruauté que j'aime pas trop non plus. Très souvent. En même temps, vos bourgeois dans ce film... Une lâcheté aussi qui est parfois un peu gênante. Vos bourgeois dans ce film... Un art de mentir. Vous savez que Delphine Morasso avait un amant? Non, je ne le savais pas. Menteur. Je ne vous permets pas. Vous vouliez utiliser la force pour faire déguerpir les cuneaux de leur maison? Mais pas du tout, nous avons fait des propositions. Menteur. Claude Chabrol n'aurait jamais dû voir le jour. Paris en 1930. Madeleine Chabrol est enceinte de 3 mois et prend un bain chaud en compagnie de son mari Yves.
dans leur petit appartement bourgeois du 14e arrondissement, juste au-dessus de la pharmacie familiale. Hélas, le chauffe-eau à gaz fuit, et le jeune couple, au bord de l'asphyxie fatale, est sauvé par la bonne. Les médecins évoquent alors des lésions terriblement irréversibles, un risque de débilité mentale pour le bébé. On conseille vivement l'avortement. Madeleine, catholique plutôt fervente, refuse catégoriquement. Et c'est ainsi que le 24 juin 1930, Claude Chabrol pousse son premier cri. Ses parents sont heureux, mais un peu inquiets tout de même. Notable de père en fils, la famille Chabrol est originaire de la Creuse. Et les vacances d'été se passent inexorablement dans le bastion familial du village de Sardan. Suite à une intolérance au lait maternel, le petit Claude est élevé au jus de viande. Il grandit, mais son tempérament rêveur inquiète de plus en plus ses parents. Il passe des heures à regarder par la fenêtre du salon, la bouche ouverte, l'air légèrement hébété. L'enfant serait-il somme toute demeuré? Le spectre du chauffe-eau maudit ressurgit. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Les allées et venues des voisins, leurs petits secrets. Rien ne lui échappe. Il regarde sans se lasser la vie passée devant lui pendant des heures. Il veut comprendre. Il est dans son monde. Je me souviens, je pissais sous les coussins. Quand mes parents, quand mes parents m'amenaient chez des gens comme ça, des gens huppés, la plupart du temps c'était de la bourgeoisie, c'était sérieux. Et il y avait toujours des coussins, je me souviens d'un grand coussin rose, j'étais tout petit, je dois avoir 2-3 ans, j'ai une mémoire d'éléphant. Un petit coussin rose, je pissais dessous. Il a très tôt compris son milieu et choisit d'en faire une critique acide. Et pour mieux faire craquer le vernis, l'ambiance étouffante de la province est une scène de théâtre bien plus intéressante que la grande ville. Bonjour madame. Les conventions sociales y fracassent plus volontiers les audaces de liberté. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une vie privée dans une petite ville où tout se sait. C'est pas un hasard si Chabrol fait souvent des films qui se passent dans des lieux très précis de province ou d'endroits secrets, fermés, sages. Et comme Chabrol est le contraire d'un sage, ça fait des étincelles. J'ai tenu à ce que ma femme m'accompagne pour que tout soit sans aucune ambiguïté. Bonjour, madame. Oh, je vous en prie. Il faut saisir l'atmosphère des choses. Embrassez-vous plutôt. Non, je n'ai aucune mauvaise intention à votre égard. Au contraire. Mon cher Pierre, c'est très sincèrement que je vous ai offert mon amitié. Vous couchez avec ma femme. J'espère que vous en retirez l'un et l'autre tout le plaisir et tout le profit que vous en attendiez. Vous le méritez. Aucun problème en ce qui me concerne de ce côté-là. Croyez-le bien, j'aime voir les gens heureux autour de moi, sans quoi me présenterais-je au suffrage de mes concitoyens. Je t'en prie, tais-toi. Allons, bon, tu me trouves indécent. Votre première rencontre avec le cinéma, vous la situez à l'âge de 4 ans. 4 ans, oui. Je m'en souviens très bien. C'est un film qui s'appelait Anthony Adverse. Et il y avait un truc très étrange là-dedans parce que ça commençait avec un jeune homme qui était amoureux d'une jeune femme, un beau jeune homme. C'était osé, ça. Qui était amoureux d'une belle jeune femme, mais la belle jeune femme était mariée à un barbon. Ça, c'est très important. Et il y avait un duel entre le barbon et le beau jeune homme. À un moment donné, apparaissait la belle jeune femme, le jeune homme la regardait d'un air en amoureux, et le barbon en profitait pour le transpercer avec sa rapière, et le type mourait. Anthony Adverse, c'était son fils, car il avait déjà donné envie de faire un enfant des films. Non, c'est ce qui m'a décidé à ne pas croire ce qu'on me disait. Parce que même à 4 ans, on a une certaine façon de voir les choses. Enfin, que il y a ce qui est beau, il y a ce qui est laid, etc. Bon. Et là, d'un seul coup, tout se trouvait basculé. Ça m'avait fait une impression très très forte. Le petit Claude ne croit plus au Père Noël. Il se passionne pour la musique. Quand il réussit à réparer son phono cassé, de potentiellement débile, l'enfant devient un dieu vivant pour ses parents. À l'âge de 7 ans, un nouveau pépin de santé interrompt sa félicité. Brutalement, il se retrouve quasiment paralysé des 2 jambes. Il ne peut plus marcher et les journées sont longues.
On m'avait envoyé à Merlimont, près de Berck, tout ça pour me recalcifier. Et je passais des journées entières sur les dunes, comme ça, à faire des châteaux, des trucs comme ça. Et on m'avait acheté une espèce de lanterne magique qui m'amusait beaucoup. Il découpe des silhouettes en carton, invente des histoires, donne vie à des personnages et prend conscience du pouvoir des images et de la fertilité de son imagination. Le 3 septembre 1939, jour néfaste de notre histoire, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Dès le début de la guerre, le petit Parisien est envoyé fissa dans la maison familiale de Sardan, en Creuse, où l'attend sa grand-mère Marie. Les 4 ans importants, je les ai passés sans mes parents. Entre 10 et 15 ans, pendant la guerre, quoi. J'étais en Creuse alors que mes parents étaient à Paris. Ils n'ont pas voulu me faire remonter parce que, en fait, j'ai appris plus tard qu'ils faisaient de la résistance. Donc je suis resté en Creuse pendant ces 5 ans, ce qui m'a fait évidemment adorer mes parents. C'est surtout mon père que j'adorais parce que de temps en temps, il venait, sans doute quand il y avait des alertes à Paris, il arrivait avec une barbe ou des trucs comme ça. Alors je trouvais ça très romanesque, enfin, et très héroïque finalement. La Creuse, pour lui, ça représentait une espèce de liberté totale. Ça a été capital, et c'est pas pour rien qu'il a tourné ensuite son premier film là-bas. Alors que la guerre fait rage en France, la vie est paisible à Sardan, où l'adolescent s'amuse avec sa bande de copains et découvre l'amour. Elle s'appelle Huguette Chignon. Elle est rousse. Et tandis qu'il l'étreint, il n'a qu'une idée en tête. Retourner bouquiner à la maison et retrouver la minutie réaliste et lucide de son roman favori. Bouleversé par la littérature, le jeune homme lit le jour et la nuit, tout ce qui lui tombe sous la main. Le pharmacien lui refile des polars, le notaire les prix Goncourt et les domestiques les romans populaires. Il écoute aussi beaucoup la radio et se passionne pour les feuilletons écrits par un certain Georges Simenon. Il a trouvé l'écho de sa propre pensée et de son propre acte créatif. C'est-à-dire, Simenon avait une devise, c'est connu, hein, c'était « comprendre et ne pas juger ». Qu'est-ce qu'il fait, Chabrol? L'être humain est un tout, surface et intérieur, matériel et spirituel. Tu sais ce qui te perd? Non, dis-le moi. Et tu veux tellement être une héroïne, tu vises tellement haut dans ta petite tête. T'as une telle idée de ce que tu voudrais être, ce que tu devrais être. Tu dégringoles encore plus bas, ça c'est classique ça. Comment ça, je dégringole? C'est le personnage qui m'a fasciné, puis le fait que Simenon, justement, dans une conversation comme ça, un jour m'avait dit, comme une espèce de défi, en me disant, vous êtes tous des crétins, les gens de cinéma, parce que vous faites des films en foutant des intrigues sans arrêt, des intrigues extrêmement compliquées, alors que en mettant simplement des êtres humains devant votre caméra, avec une histoire la plus simple possible, mais juste ces êtres-là, vous devriez faire quelque chose de bien plus intéressant que toutes les intrigues qu'on fabrique. 7 juin 1941. La radio diffuse aussi les actualités fournies par la propagande de Vichy. C'est obligatoire. Cette période trouble de l'histoire de France le fascinera toute sa vie. Et principalement l'ordure absolue que fut le maréchal Pétain. Mais alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il a eu un terrain d'observation extraordinaire en raison de la période de la guerre. Il a pu voir des vrais héros, des vrais salauds,
Et puis, une catégorie qui le fascinait, c'était les gens passifs qui ne faisaient rien de particulier, rien de mal, rien de bien, et à qui, selon sa propre expression, on ne pouvait pas en vouloir. Dans le Paris de l'après-guerre, tandis que les Azous s'amusent, Claude est élève au lycée Louis-le-Grand. Il traîne le plus possible son costume de séminariste et ses lunettes de myope du côté des bouquinistes, à l'affût de littérature américaine et de romans noirs. Du polar, un genre qui le passionnera toute sa vie. Le principe de quelqu'un qui fait un film policier, c'est d'être formidablement humble dans la façon d'aborder les choses, mais terriblement ambitieux dans la destinée de ce qu'on fait. Et cette ambition, c'est de découvrir la vérité, de trouver la vérité sur tout, enfin, sur le monde, sur la vie, sur les gens. Vraiment, ce sont des notions de morale, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, le masque et ce qui est derrière les choses. C'est une démarche complètement moraliste. Après son bac, Claude veut faire des études de cinéma. Mais chez les Chabrol, on est pharmacien de père en fils. Alors Claude, toi, je t'ai connu il y a très longtemps et t'étais déjà bizarre. Je veux dire que t'es un fou de cinéma. J'aime ça, oui. Oui, oui. Et que on sait que tu as commencé des études de pharmacie et que tu allais plutôt à la cinémathèque que à la oui, fac. j'ai fait 4 ans de première année de pharmacie. C'était rare. C'était très rare parce que 4 ans de première année, en général, les gens s'arrêtent au bout de la seconde ou de la troisième. Mais moi, j'étais très bien parce que, bon, disons que je vivais chez mes parents. et pendant qu'ils me croyaient, en fait, j'allais effectivement au cinéma. J'y allais jusqu'à 4-5 fois par jour. C'était assez considérable comme truc. Mais pendant ce temps-là, évidemment, je n'allais pas à la fac de pharmacie. Je crois que je suis le seul type qui est passé des examens de pharmacie où je ne pouvais pas répondre à la question au sujet puisque je ne comprenais pas la question. L'expression de la question m'était complètement étrangère. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'était très amusant. Puisqu'on l'empêche de faire ce qu'il veut, Claude décide de prendre la vie du bon côté et de s'amuser. Il court les filles, boit beaucoup et n'est pas le dernier à se bagarrer. Jusqu'à ce que son père l'envoie au vert, dans les montagnes suisses. C'est là qu'il fait la connaissance d'une adorable jeune femme, finaude et pas farouche, fille d'un haut fonctionnaire sympathique et fortuné. Elle s'appelle Agnès, ils se marient 1 an plus tard. Il a 22 ans, elle 19. Bonsoir Yvonne, monsieur est là? Oui, madame. Choyé par sa jeune épouse et leurs 2 garçons, Claude vit comme un pacha. Il pond 1 ou 2 nouvelles, signe quelques articles pour les cahiers du cinéma et fréquente surtout beaucoup les salles obscures avec ses copains cinéphiles, Douchet, Romer, Godard et Truffaut. Ils rêvent tous de faire leur premier film. Agnès fait un héritage et encourage généreusement Claude à se lancer dans la production. La société Agim voit le jour en 1956. Agim, les initiales d'Agnès et de leurs 2 fils, Jean-Yves et Mathieu. La société produit le premier court-métrage en 16 mm de la Nouvelle Vague, Le coup du berger de Jacques Rivette, tourné chez les Chabrol. Godard et Truffaut font de la figuration, Agnès aussi. Truffaut nous a présenté Chabrol, qui était comme un fou à ce moment-là, qui parlait de cinéma. Déjà, il pensait au Beau-Serge, au cousin. Même à Double Tour, il avait aussi il parlait du bouquin. C'était l'époque où tout le monde disait Chabrol tournera pas de film, oui, mais s'il en tourne, ça sera complètement fou. Ce sera tellement fou que ça sortira jamais, ou vraiment, ça sera des trucs d'épouvante ou des machins comme ça. Comment faire du cinéma alors que le cinéma à l'époque, il est régi par des règles très précises, qui est qu'on ne peut pas faire un film si on n'a pas sa carte du centre. Et là, c'est là passer par toutes les étapes de la production, assistant, deuxième assistant, premier assistant, etc. Et c'est là où c'est quand même lui qui fait, et c'est lui, c'est vrai, historiquement parlant, qui fait éclater tout ça avec le Beau-Serge. Il fait le premier film, le premier long métrage de la Nouvelle Vague. Parce qu'Agnès lui a généreusement confié le magot, Claude Chabrol peut tourner son premier film, Le Beau-Serge, en décembre 1957, dans son village de Sardan.
Le premier jour de tournage, j'étais quand même un peu inquiet. Il n'avait jamais fait ni l'assistant, ni la production. Il n'avait suivi aucune école de cinéma. Il n'avait jamais... Même, enfin, je veux dire, il avait été journaliste, je crois, à Fox. Et puis, brusquement, le premier jour de tournage arrive. Voilà mon Chabrol, tranquille, la caméra là, on va faire tel plan. Et tout ça roule comme sur des roulettes. Oh, ça a l'air bien. C'est le moment de se régaler. Moteur. Oh, ça a l'air vachement bien. Hein. Dès les premiers jours de tournage, Chabrol ressent un plaisir infini à être le chef d'orchestre de cette aventure collective. Le jeune réalisateur enchaîne et tourne son deuxième long métrage, Les Cousins. Les deux films sortent à quelques mois d'intervalle et sont un triomphe critique et commercial. Et d'un seul coup, il est le dieu vivant. La critique dit c'est... Le jeune prodige du oui, cinéma non, mais français. même plus, à un moment donné, il dit, je vous jure que c'est vrai, il cite une critique, je crois, où il est comparé à la fois à Velasquez, Victor Hugo, évidemment, ce qui le fait rigoler. Le Tout Paris salue le pionnier d'une nouvelle vague de réalisateurs. Y a-t-il une nouvelle vague? Non. Ça me Pas de pousse à vous poser une question. Que pensez-vous de ce syndicat d'admiration mutuelle que semblent avoir formé les jeunes metteurs en scène de la nouvelle vague? Dès que l'un tourne un film, 20 autres crient au génie. Je crois qu'il y a 25-30% de sincérité et le reste de légère hypocrisie. On crie au génie avant et on est quand même heureux quand ça se casse la gueule, si ça se casse la gueule. On vous reproche beaucoup, à vous, Claude Chabrol, qui avez fait votre premier film grâce à un héritage, à Louis Malle, dont la famille est, disons, assez aisée, d'être des fils à papa. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Je sais pas ce que c'est qu'un fils à papa. Enfin, je sais que j'ai un père. Donc ce que je veux dire, c'est, si vous voulez dire que élevé bourgeoisement... Non, on vous reproche d'être des fils à papa, c'est-à-dire de faire votre premier film parce que votre famille vous a donné de l'argent. C'est vrai, oui. Ah, c'est un fait. Oui. Moi, personnellement, je ne demandais pas mieux que de le faire avec l'argent des autres. Sûr de lui, insolent, chanceux de faire ce qu'il aime, Chabrol est un autre homme. Celui qui l'a aidé à se libérer des carcans bourgeois de son éducation, c'est un personnage impétueux et couillu, le très irrévérencieux Paul Jégoff, qui sera le scénariste de 13 de ses films. Jégoff, c'était une personnalité un peu exubérante qu'on croise dans les soirées ou à la cinémathèque après la guerre. Toute la nouvelle vague, ils avaient un côté un peu coincé, tous, on va dire. Encore un peu, soit une morale un petit peu catho pour certains, ou soit une timidité pour d'autres, voilà. Et un Jégoff, il a envoyé paître, on va dire, toutes les conventions, voilà. Et donc, d'une certaine manière, il a tiré vers l'excès, et Chabrol et toute cette bande-là. Mais vous pensez véritablement que... Ça m'a coûté toutes mes économies. Claude Chabrol méritait tout ça? Pour l'instant, c'est mon gagne-pain, Claude. Alors, je préfère vous répondre oui. Jégoff, il a une influence extrêmement importante sur Chabrol. Il le dit lui-même, sa déchristianisation. Un être abominable, et une caricature de l'homme parfaitement mauvais, tel qu'on n'espère pas le rencontrer dans la réalité. J'avais eu peur de tomber sur un type sympathique. Maintenant, ma joie de le supprimer sera tout. Dites donc, vous vouliez visiter mon garage hier soir, ça colle toujours? Ah oui, avec plaisir. Est-ce que vous écrivez là un bouquin? Oui. C'est un boulot qui m'aurait plu, écrire des bouquins, ouais. C'est vrai, c'est Non, pas foulant, ah, et puis si ça marche, on gagne du pognon. Bah quoi? La Jégoff Touch, c'est un regard, je trouve, à la fois froid et aiguisé sur le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, et une manière, finalement, très simple, mais de poser des mots sur ce monde-là, en fait. Ce que Jégoff disait, c'est qu'il ne faut pas, justement, quand il écrit, il ne surjoue pas. C'est-à-dire qu'il est au plus près du réel. Il y a presque la même économie de moyens dans la littérature de cinéma, selon Jégoff, que dans la manière de filmer de Chabrol. Il est génial, non? Qui? Roscoe. Ça, c'est exactement le mot que je cherchais. Tu as tort. Je pense que le mépris du bon et du mauvais goût de Jégoff signe vraiment un plaisir très aristocratique de déplaire. Cette fois-ci, j'en ai marre. Ah, mais je te jure que je l'ai pas fait exprès. Tu te fous de moi. Non, ça m'a échappé. Oh, c'est comme ça, quoi. Tu viens, Jacqueline, ce qui me dégoûte. Ah non, écoute-moi, je te jure qu'il est correct seulement. Aujourd'hui, il rigole. Il a qu'à laisser mes fesses tranquilles, alors.
La grande claque, c'est Les Bonnes Femmes. Les Bonnes Femmes, ils pensent, avec Géco, faire un film sur des âmes simples. Ils pensent que ça va être un film qui va toucher tout le monde. Et d'un seul coup, non seulement c'est un bide, mais surtout, dans la critique, alors qu'il est considéré comme un dieu vivant 2 ans avant, c'est l'insulte. Au soir de la première, je me suis dit, ce coup-là, on me porte en triomphe. C'est la première de Servan de Bergerac. Et alors, ça a été les cris d'oiseaux, les fauteuils cassés, les menaces dans la rue. Ça a été assez épouvantable. Il y a eu même une campagne de presse contre le film. Comment peut-on faire parler les femmes ainsi? Comment peut-on les montrer ainsi? Gégoff et Chabrol, c'est facho, c'est sale mec. En fait, Gégoff et Chabrol, ils en ont souvent pris pas mal dans la gueule par la critique. C'était un peu les 2 vilains petits canards. Et je crois que ça les amusait beaucoup, par contre. C'est-à-dire que plus ils pouvaient emmerder, en plus, une certaine critique, ça les amusait beaucoup. Malgré l'absence totale de séquences indécentes, le film est interdit aux moins de 18 ans. Dans la tourmente des critiques effroyables, la jeune romancière Françoise Sagan prend la défense du cinéaste. Chabrol n'a pas rêvassé, il ne s'est pas moqué de ces bonnes femmes en leur prêtant des déroulements romanesques saugrenus. Il les a suffisamment distinguées les unes des autres pour qu'on les estime et que l'on se passionne pour le film. Bref, il leur a accordé cette tendresse qui est la vraie, celle de voir, de comprendre, et de ne pas chercher à transformer. Après le scandale des bonnes femmes, c'est la spirale infernale. Le génie dégringole de son piédestal. Il réussit encore à faire 3 films qui seront des bides retentissants, avant de se retrouver littéralement tricard. Payerait-il ces années d'insolence? C'est Françoise Sagan et le producteur Georges de Bourgard qui le sauvent avec Landru, en 1963. Ce n'est pas un grand succès public, mais ça remet Chabrol sur les rails. Et c'est reparti pour un tour. Et puis après, il y a les tigres. Enfin, il y a vraiment, là, pour le coup, on peut s'imaginer qu'il est perdu, quoi. Enfin, qu'il va devenir un cinéaste du samedi soir. Ben, c'est là qu'il interroge la notion d'auteur, Chabrol. L'auteur de cinéma, c'est celui qui crée une œuvre personnelle en toute conscience et qui choisit, qui écrit, parfois qui produit, enfin bon. Chabrol, c'est pas ça. Et en même temps, je pense que paradoxalement, c'est Chabrol qui est le plus proche de la notion d'auteur telle qu'elle s'est écrite dans les années 50. C'est-à-dire qu'un auteur, c'est quelqu'un dont on reconnaît le style et la vision dans un film, justement, qui n'est pas un film personnel. Au fond, pourquoi il tournait autant? Parce qu'il était cinéaste. En 1965, Chabrol a déjà tourné 11 films en 7 ans. Tourné coûte que coûte. Des œuvres personnelles ou des commandes, mais tourné. C'est cette vie-là qu'il a choisie et qui l'enchante plus que tout. Bien, je fais des films, à vrai dire, parce que je suis assez généreux de nature, alors j'aime bien dire, regardez si c'est joli ça. C'est pour ça que je fais des films. Je me dis, regardez, comme ce coup de poing est bien donné, par exemple. Vous voyez, appréciez-le. Et c'est pour ça. Vous me disiez l'autre jour que ce qui vous intéressait, ça n'était pas tellement les situations nobles, par exemple, mais plutôt les faits. C'est les faits, oui. C'est les faits quotidiens. C'est ça, c'est les faits en eux-mêmes qui sont beaux. Enfin, moi, je trouve ou intéressants. Ou intéressants. Enfin, il y a des gens qui s'ennuient dans la vie. Ceux-là feront de mauvais metteurs en scène, forcément, parce que ce qu'ils voient ne leur plaît pas, alors qu'ils voient les mêmes choses que d'autres qui trouvent ça passionnant. Alors tout le travail consiste, pour les gens qui trouvent ça passionnant, essayer de le mettre sur pellicule en disant, regardez comme c'est passionnant, n'est-ce pas que c'est passionnant? Passionnant, oui. Comme sa nouvelle muse. Une jeune actrice magnétique et très mariole qui apparaît dans chacun des films depuis Les Cousins. Elle s'appelle Stéphane Audran. Elle sera l'égérie de sa période pompidolienne, l'héroïne d'une série de films qui le rendent célèbre à jamais, et la mère de son 3e fils, Thomas. C'est la rencontre déterminante avec un jeune producteur enthousiaste et joueur, André Genovese, qui permet à Chabrol de vivre une période extraordinaire et dense. Ils feront 13 films en 10 ans. Entouré de sa troupe, inspirée par Stéphane et ses acteurs fétiches, mensualisée par son producteur, Claude Chabrol peut laisser libre cours à son inspiration et à sa joie de vivre.
c'est l'état de grâce. J'ai longtemps vécu avec une réputation de galopin et de rigolard, qui me ravissait d'ailleurs, c'est très agréable. Et puis, à un moment donné, ça a failli me causer du tort. C'est-à-dire que j'ai failli avoir des difficultés à tourner. Et ça, je ne supporte pas d'avoir des difficultés à tourner. Et je deviens très méchant. Et par méchanceté, je me suis dit, mais puisque c'est comme ça, pas une blague, pas une plaisanterie, le visage de l'austérité et du sérieux. Je sais pourquoi tu veux aller dénoncer. Ça n'a rien à voir avec ce qui est juste ou injuste. C'est un désir maladif de te faire mal à toi-même. Tu éprouves une véritable volupté à te torturer. Si tu vas te dénoncer, ton geste n'aura aucune valeur morale. Ça sera de la perversion et pas autre chose. Et mon crime, c'était quoi? De la perversion? À ton avis, tu crois que j'ai assassiné Laura par perversion? Quand j'ai mis les doigts autour de son cou et que j'ai serré, tu crois que c'était pour me torturer? Charles, je suis sûre que tu n'es pas un criminel. Ah, que si, je l'ai tué. Et je leur expliquerai bien que j'ai prémédité sa mort, que je savais parfaitement ce que je faisais, que j'ai voulu qu'elle meure, oui, parfaitement. J'ai voulu qu'elle meure. Ça n'est pas vrai, tu sais bien que ça n'est pas vrai. C'est une histoire effroyable. Non, enfin, c'est l'histoire de la désagrégation d'un individu. Oui. Non, c'est pas effroyable. C'est plutôt moral, je trouve. La période pompidolienne, c'est l'apogée de la critique de la petite bourgeoisie. Et plus précisément, c'est la société des bourgeois qui se fabrique des problèmes de cul parce qu'elle n'a pas de problème d'argent. Il aimait bien quand on le comparait à un entomologiste. Un entomologiste, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les insectes, les fourmis. Lui, il savait que sous une pierre, il y avait des insectes qui grouillaient, il enlevait la pierre. Ça, c'est l'influence de Balzac, terriblement. Hein. De montrer des personnages et d'essayer de comprendre pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est l'émotion. C'est des films juste avant la nuit, toute cette série de films. Le Boucher, c'est des films où on est, à la fin, bouleversé. Ça, c'est un des paradoxes chabroliens. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui te fait totalement anti-romantique. Et même, il se méfie du sentiment. Et il y a, de temps en temps, alors, c'est d'autant plus visible que c'est rare, des accès de lyrisme incroyables chez lui. Voilà. Quand à la fin de La femme infidèle, Bouquet, arrêté par la police, dit à Stéphane Audran, donc sa femme, « Je t'aime comme un fou », tout d'un coup, tout bascule. Quand il construit l'histoire dans sa tête, avant de l'écrire même, il est très envahi par son sujet et tout, et alors il dort mal un peu, là. On sent l'artiste à ce moment-là, vous voyez, on sent qu'on vit avec un artiste. Mais après, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois que l'histoire est finie, l'homme redevient normal. Le Boucher, c'est le film emblématique et l'affirmation de la méthode chabrolienne. Le scénario est écrit en 3 semaines, les décors sont trouvés loin de Paris et le tournage est un bonheur discret. Osmose avec la population, météo idéale, gastronomie locale, acteurs et techniciens joyeux et complices. Il y a un amour du tournage lui-même. On sent que c'est une aventure. Enfin, pour lui, on l'a peut-être beaucoup dit, mais c'est une façon de vivre. C'est quand même génial, le cinéma. On se retrouve à un groupuscule d'êtres humains, embarqués avec d'autres êtres humains. Et puis, ce qu'on n'a pas... Mais tout le monde, du coup, se lance dans l'aventure sur ce principe-là. Et tout le monde joue le jeu. Et pour tout le monde, c'est une aventure. Même pour les figurants, pour les... Et ça change un peu la vie, quoi. On n'apprend plus manquer l'école, c'est tout. Le soleil, c'est chaud, ça devient tout rouge. Il sait ce qu'il fait. Aussi, il peut se permettre de le faire en toute décontraction, de créer autour de lui une ambiance particulière pendant le tournage, qui donne au film un ton qui ne ressemble à aucun autre. Et l'école, il y a encore une scène dans l'école. Alors qu'est-ce qu'on peut faire demain? Demain, on commence là-haut. Non, il prenait son viseur, il y avait des grognements ou des signes que personne ne comprenait. Peut-être le cadreur, mais pas forcément. Les comédiens,
Et qu'est-ce qu'il leur disait? Pas grand-chose. Donc, faisait des signes aussi pour d'aller de tel endroit à tel endroit. De toute façon, il se comprenait. Personne ne comprenait rien, mais tout se faisait. Avec son équipe, c'était très impressionnant parce qu'ils fonctionnaient tous au cœur. C'est-à-dire, vraiment, d'abord, c'était les mêmes, de film en film. Parce que tout le monde était très heureux, et puis ensuite, il avait cette capacité à demander le meilleur. Et toute son équipe était hyper concentrée. Mais il y avait quelque chose vraiment comme d'une famille. Ça n'avait rien à voir avec un plateau de cinéma habituel. 1971, la décade prodigieuse avec Orson Welles. Malgré la complicité qui unit les deux hommes, Chabrol regrettera d'avoir raté le film qui, pour une toute autre raison, tiendra à jamais pour lui une place particulière. C'est pendant le tournage qu'il déclare sa flamme à sa script, la belle Aurore, la femme de l'ombre, ma mère. Il s'amuse beaucoup et s'aime infiniment pendant presque 40 ans. Avec Aurore à ses côtés, l'entreprise familiale tourne à plein régime. Tout le monde assure l'équilibre nécessaire au bonheur dans le travail, en confiance et sans conflit. Et au fil des ans, la boutique s'agrandit avec 2 de ses fils. Mathieu, qui fera la musique de ses films, et Thomas, qui sera acteur. Et moi, Cécile. Et puis la famille choisie, celle des techniciens devenus au fil des années des amis. Le nombre de J7 qu'on a plantés dans des champs... Tu te souviens la dernière séquence sur la cérémonie? D'un seul coup, je devais avoir les pompiers. Au dernier moment, plus les pompiers. J'ai une ambulance, je vais voir Claude, j'étais paniquée. Mais c'est formidable. Oh, mais ça, c'est une meilleure idée. Mais nous, on est à l'hôtel, on regarde la voiture de Claude Chabrol. Tant que le metteur en scène n'est pas arrivé, pourquoi voulez-vous qu'on aille sur le tournage? J'ai dit, mais Claude, on tourne pas, on travaille pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il m'a répondu, je vais te la rattraper ta journée. Et il l'a rattrapé. Est-il exact que vous choisissiez vos extérieurs en fonction des possibilités gastronomiques de la région? C'est absolument exact. Et j'ai une raison très profonde, c'est pas pour moi. C'est purement démagogique. C'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. C'est pour l'équipe. Je trouve que les gens qui travaillent aussi dur pour me faire plaisir méritent au moins de bouffer autre chose que des saloperies. La belle équipe, les compagnons de jeu. Il raconte Chabrol, bien sûr, mais aussi à travers lui, les cendres d'un cinéma collectif, généreux, inventif et joyeux. Un monde d'artisans, d'ouvriers de père en fils. Un monde particulier et codifié, mais pas secret. Un monde de saltimbanques où la vie doit résonner par tous les moyens. Une équipe alerte et concentrée pour comprendre les assemblages mystérieux du capitaine qui aime surprendre ses équipiers. Il était aussi, je ne sais pas si c'est un adjectif qui lui convient, mais au fond, il était très très gentil surtout. Il avait une profonde... Oui, ça c'était très agréable. Ça n'empêchait pas d'être extraordinairement méchant avec qui méritait d'être pris sous son regard impitoyable. Mais il était extrêmement bienveillant aussi avec les gens qu'il aimait, mais un petit peu aussi avec ceux qu'il aimait moins. Les gens qui ont une responsabilité dans vos films sont toujours un petit peu ridicules. Oui, c'est-à-dire, j'aime mieux le ridicule que la méchanceté. Jean-Baptiste, vous êtes dit pour la CIA? Oui, la CIA était sur place. Tout le monde était sur place, à vrai dire. Écoutez, je sais ce que je dis. Et je sais ce que je fais. J'aime pas l'autorité, oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'être l'autorité. C'est très simple. Vous en avez souffert? Mais c'est pas parce que j'en souffre, enfin tout le monde en souffre, mais il y a des gens qui en souffrent énormément. Et comme ceux-là justement qui en souffrent ne peuvent pas exprimer leur souffrance, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Pourquoi pas moi? C'est pas... D'exercer une autorité en se dissimulant, encore une fois, derrière des masques, derrière des apparences, etc., ça, il ne pouvait pas le supporter. Et c'était l'apparence de l'autorité. Il adore le jeu de massacre qui consiste à aller débouler quelque part et à ôter les masques de tout le monde. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Du fond du cœur.
toute façon, nous, il nous faisait rire aussi dans ses apparitions hors cinéma, quoi, quand on le voyait dans des émissions de télé. Enfin, tout d'un coup, dire j'étais un bon pote avec Le Pen et tout. Non, mais c'était carrément les pieds dans le plat avec tout le monde effaré autour. Mais je sais pas, il fallait oser. Puis de toute façon, c'est ça. Il avait bien le droit d'avoir été pote avec quelqu'un, mais de le revendiquer, et de se foutre de la gueule de ce que les autres pouvaient en penser. Avec son sourire, on sentait que c'est comme s'il avait balancé une boule puante dans la classe, quoi. Moi, ça me faisait hurler de rire. Hein. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Enfin, tout le monde a tellement peur pour sa carrière, son image, etc. Je trouve ça très beau, quoi. C'est une espèce de pirate, quoi. Et le prix Emmanuel Boulier pour Claude Chabrol. Non, je suis très flatté. Vous pourrez le porter lors des réceptions à l'Élysée, cher. Voilà. Je vous le prends tout de suite. Le prix Emmanuel Boulier, voilà. Écoutez, je me le mets autour du cou. Et voilà, sur cette image merveilleuse de la nouvelle année, l'un des plus grands metteurs en scène français, Claude Chabrol, qui n'a pas hésité, pour les chiffres et lettres, à se mettre un Boulier autour du cou. Des gens qui reçoivent la Légion d'honneur se le mettent là. Moi, je reçois le prix Boulier, je le mets autour du cou. On était au spectacle, c'était tellement amusant de parce qu'il avait aucune langue de bois. Il franchissait tous les obstacles possibles de la bienséance, donc une très grande liberté, une forme. Il avait une forme d'anarchisme aussi. J'aime bien discuter avec toi. Tu me ferais croire que l'intelligence est la clé du bonheur. C'est très flatteur, mais l'honnêteté me pousse à te dire que l'inverse est vrai aussi. Le bonheur est la clé de l'intelligence. Claude est peut-être l'un des très rares réalisateurs pour qui il voulait ne pas avoir de contraintes par l'argent. Il avait compris qu'en faisant des films chers, ça lui coûtait cher. Et ça lui ou ça allait coûter cher. Ça lui enlevait de la liberté, le bloquer. Et donc il fallait maîtriser les coûts de façon à être libre. Tu lui as laissé trop d'argent pour qu'il puisse penser qu'on lui a volé quelque chose. Ton type avec plus de 20 000 balles dans son portefeuille ne viendrait même pas à l'idée qu'il a été entôlé. Hein? C'est le principe de l'impôt, mais l'impôt c'est encore plus subtil. Eux, ils ont du génie. Nous, on se bat pour survivre. Tu es un vieil anard. Non, non. Oh, si. Non, chérie, non. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre vie de vous dire, bon, après le semi-échec ou le semi-succès d'un film... Ou même le bide complet. Ou le bide complet, oui, n'hésitons pas. Tout existe. J'ai plus la cote, c'est fini, je n'arriverai plus à remonter la pente. Ah non, ça je me suis jamais dit ça. Parce que je suis très malin. Et ça je sais que je suis très mariole. Alors je trouve toujours une combine. Puis je suis assez séduisant vis-à-vis des producteurs. J'entends des rires dans l'entour, mais c'est vrai, je suis assez séduisant vis-à-vis des producteurs. Je les séduis, mais littéralement. Ce qu'il m'a posé comme question, il m'a dit quel est le prix moyen, le coût moyen d'un film français. Donc je sais pas, disons que c'était peut-être 1 400 000 euros, quelque chose de ce genre. Il m'a dit, ok, je vais le faire pour la moitié. Et c'était exactement la somme dont je disposais. Et il a tout fait pour que ce film ne coûte pas plus cher que 700 000 euros, ce qui fait qu'on a pu le faire. Et ça a amené une méthode de travail entre nous qui a duré ensuite. Bon appétit et régalez-vous. Ah, la fameuse méthode chabrolienne. Au départ, il y a un sujet. La forme vient après, souvent avec la collaboration d'un scénariste dont il adapte le travail. Un stylo-pilo, un cahier Clairefontaine de 100 pages qui correspondent à 1h40 de film. Sans brouillon, Chabrol écrit 4 pages par jour, et pas une rature. Parfois, une virgule implique un changement de plan. Un film, ça coûte cher. En écrivant le scénario, Chabrol réfléchit déjà à chaque plan. C'est là qu'il construit le film, comme un architecte, patiemment, étage par étage, pièce par pièce. Faire passer dans une scène à la fois ce que la scène montre, ce qu'elle cache, ce qu'elle ne dit pas mais qu'on veut que le spectateur sache, ce qu'on veut que le spectateur comprenne un petit peu plus tard, tout ça, il faut le prévoir parce que c'est assez compliqué quand même, il y a quand même pas mal de trucs. Donc si on ne le prévoit pas, c'est foutu. C'est foutu. Il ne voyait pas les décors, donc il y avait des contraintes tout d'un coup, peut-être qu'il n'avait pas imaginé. Et ces jeux de logique faisaient qu'il trouvait toujours la solution
pour tourner, même si c'était pas l'endroit qu'il avait forcément imaginé, mais ça le forçait à trouver autre chose, et certainement d'une chose plus intéressante. Bon. Alors, premier plan, tu te relèves, tu entres dans le champ avec elle, et Embrasser Capucine qui vous dire de se voir. Voilà, d'accord. Ce n'est pas dans la salle de montage que le film se fabrique. C'est pendant le tournage. Parce que chaque plan compte. Elle regarde, tu panotes. Tu commences à avancer. Toi, tu avances au moment où ça commence à avancer. Tu reviens en le récupérant. Non, mais... Oui. Bon, on recommence. Mais en même temps, il était aussi, par rapport à toute une équipe, quelqu'un, et ça m'ennuie de le dire, beaucoup plus intelligent que nous. Quand il avait dit, mais là, au cinéma, la technique, ça prend en 2 heures. Ce qu'il a dit après, on l'a pas retenu. La technique, ça prend en 2 heures, mais tu peux passer ta vie à ne pas savoir placer ta caméra. La position de la caméra n'a jamais été une affaire technique, ni esthétique, c'était une affaire morale. Pas la bonne distance, pas le bon objectif, c'est flou. Avec l'autre, c'est toujours net, ou quand c'est flou, c'est voulu. Et le flou, il est beaucoup dans les relations entre les gens. Et ça il sait l'entretenir aussi. Chabrol comprend les acteurs. Il les a choisis. Il leur a confié le rôle. Et il s'attache à obtenir d'eux le meilleur, sans cri ni abus de pouvoir. Il pense que la direction d'acteur, ça n'existe pas. Partez. La petite musique de nuit. Les choses étaient à la fois extraordinairement ouvertes, parce que c'est vrai que souvent j'ai eu le sentiment, je me suis dit, et au fond, si j'avais fait telle ou telle prise, pas radicalement différente, mais un peu différente, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et je crois qu'en fait, ça n'aurait rien changé. Moi, j'avais toujours le sentiment qu'on était un peu des papillons qui volaient dans tous les sens, mais quand même déjà sous le filet, et pas du tout dans la stratosphère. Vraiment, le filet était constamment là. Il était vraiment un partenaire. Il était un partenaire. Il m'avait dit, sur l'enfer, le plateau est à toi. C'est la première fois que j'avais entendu ça. Je ne l'ai jamais réentendu depuis, d'ailleurs. Je sais qu'elle est venue parce qu'elle m'a laissé ça sur mon oreiller en me réveillant. Où elle est? Vous l'avez cachée? Asseyez-vous, monsieur Prieur. Cher monsieur, je tiens à vous signaler que vous pourrez être tenu comme responsable. Abandon du domicile conjugal. Je peux vous attaquer pour complicité à tout moment. On est bien d'accord? Allez, asseyez-vous. Comme il faisait une prise ou deux, on était surmotivés. Parce que il avait le film dans sa tête, il le découpait au tournage. Donc c'était très facile. Une scène, une prise qui allait à donf, quoi. Et je me rappelle qu'Huppert, un jour, lui a demandé une deuxième et qu'il avait dit « Mais pourquoi faire ?» Alors moi, j'avais l'habitude de lui en demander pas autant que je voulais. D'ailleurs, j'en voulais pas non plus tant que ça. Mais souvent, un peu systématiquement, j'en voulais une de plus, en tous les cas. C'était un peu une petite plaisanterie entre nous. C'était un petit peu un test. Je voulais savoir si j'étais sûre qu'il me la donnerait. Et généralement, c'était le cas. Et parfois, j'avais raison. Il le disait d'ailleurs. Ah, et parfois non. Moi, quand je me suis retrouvée avec le gros ventre et l'autre salaud qui s'était tiré, j'avais personne pour me consoler quand je pleurais, je peux te dire. Hein. Ni pour me dire quoi faire, ni pour me dire où aller si j'avais voulu le faire sauter. Moi, je voulais pas. Hein. Moi, je voulais le garder, je n'avais pas peur de l'élever. Alors, c'est pour ça quand les flics, après, disaient que j'avais fait exprès de la laisser mourir, ils auraient mieux fait de penser que si j'avais vraiment voulu m'en débarrasser, j'aurais pu le faire avant, tu penses? Elle était sage, elle pleurait jamais, toujours dans son coin. Je crois que si je lui avais pas donné à manger, elle n'aurait jamais réclamé. Est-ce que vous pensez que les femmes de vos films ont un destin à accomplir? Toutes les femmes ont un destin à accomplir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit le... C'est un peu le sujet de vos principaux films. Oui, bien entendu, que ça soit un destin choisi.
Ce qui nous réunissait certainement, c'était l'absence d'idéalisme qu'on est toujours tenté de mettre, surtout dans la fiction. Cette pauvre fiction, elle est souvent bien mise à mal parce qu'on la fugue de tous les oripeaux, souvent de la séduction, et donc du mensonge finalement. Et lui, Claude, ce qu'il recherchait, c'était, si ce n'est le réalisme, en tous les cas, la vérité, la justesse. Il y a quelque chose de très ordinaire aussi dans la vision qu'il avait des personnages, de les mettre surtout pas plus haut que là où la situation impliquait qu'ils soient. Ce n'étaient pas les personnages qui étaient ordinaires ou qui étaient monstrueux ou qui étaient soi-disant antipathiques. C'était évidemment la situation dans laquelle ils étaient, contre lesquels ils se battaient, à travers lesquels ils essayaient de survivre. Et c'est ça. Et il filmait les personnages de cette manière-là. Vous avez des enfants? Non, je n'en ai pas encore. Le prêtre est venu me voir. Je me suis confessée. Il a eu raison, maréchal Pétain. Non. Y a-t-il quelque chose? Ça fait mal? Ça va très vite. Mais ça fait mal? Non. Si on demande pardon, on va peut-être pas en enfer. Et c'est vrai en même temps qu'Isabelle est formidable pour donner leur grandeur à des gens qui ont l'air médiocres. D'ailleurs, au moins, en tout cas, Violette, la malheureuse Marie Latour d'une affaire de femme, et jusqu'à un certain point Emma, et la postière, finalement, ce sont des personnages dont elle transcende, je dirais, la médiocrité. Et je trouve que c'est peut-être là le secret de la chose, c'est le sens de la tragédie. Il avait cette phrase très drôle à son propos on en parlait, alors ça aussi, pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, régulièrement, il disait toujours « je n'ai pas d'ego ». Je disais « Claude, c'est pas possible. Tout le monde a un ego. » Surtout moi, évidemment. Mais il me disait « non, je t'assure, je n'ai pas d'ego ». C'est-à-dire qu'il se posait de ce point de vue-là comme un spécimen tout à fait rare, qui serait donc pas préoccupé par lui. On a vu comment il était imperméable, au fond, à tous les signes de reconnaissance, les récompenses, enfin tout ça avait peu d'importance à ses yeux. Quand on parlait de Madame Bovary, je lui avais dit quand même, dites-moi 2-3 choses. Comme souvent, je lui disais juste 2-3 choses. Il m'avait dit, écoute, je pense que Madame Bovary a un complexe de supériorité et non pas d'infériorité. Ce qui était, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre Madame Bovary comme un personnage douloureux, victime, et juste une phrase comme ça, c'est vrai que ça changeait un tout petit peu la vision qu'on pouvait avoir de Madame Bovary. Alors, peut-être quand il disait « je n'ai pas d'ego », je suis au-dessus de ça, c'est peut-être parce qu'aussi il avait un complexe de supériorité ou qu'il se sentait au fond assez fort pour être indifférent à certaines choses. Mademoiselle Hélène. Embrassez-moi. À partir de la cérémonie, Chacha affirme qu'il est béat, heureux, comblé de pouvoir continuer à filmer sa comédie humaine, toujours avec humour, lucidité et la liberté de ton qui est la sienne. Il lui reste 8 films à faire avant de casser sa pipe.
Il est mort, mademoiselle. Quand l'ascenseur s'est arrêté, il a crié Mademoiselle Hélène, puis il est mort. Maintenant, vous êtes fatigué, rentrez chez vous. Pour les papiers, nous verrons demain. J'essaie de faire des films pour que les gens essaient de se débrouiller le mieux possible dans notre aventure commune, c'est-à-dire de l'aventure de l'existence, quoi. Je pense qu'on les aide mieux en leur montrant les turpitudes et les vicissitudes qu'en glorifiant les triomphes qui sont souvent relatifs. Je veux pas être trafiquant de drogue. Je veux pas du tout que les gens se disent en sortant d'un de mes films, j'ai tout oublié pendant 2 heures. Ça, c'est une picouse qui vous fait ça, mais pas un film. C'est une des plus belles inventions qui ait jamais existé, le cinéma. Faut pas se faire d'illusions.